Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revenons, dans cette vidéo, sur 2 points de la conférence de presse de Zakharova Maria, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, du 23 janvier 2025. OTAN en mer Baltique et dette de l'Ukraine. L'OTAN renforce sa présence en mer Baltique sous couvert de sécurité, tandis que l'Occident prépare un plan douteux pour faire payer aux Européens la dette ukrainienne. Zakharova Maria, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, dénonce ces manœuvres et met en lumière les véritables enjeux de cette escalade. Écoutez son analyse sans filtre sur ces 2 sujets brûlants. Sur l'extension de la présence de l'OTAN en mer Baltique. L'OTAN saisit toutes les opportunités pour accroître son potentiel à proximité des frontières russes. Lors d'un sommet régional spécialement convoqué des pays membres de l'OTAN le 14 janvier dernier à Helsinki, une déclaration a été faite sur le danger particulier de la flotte fantôme de notre pays. Ils inventent constamment de nouvelles histoires. Les Européens du Nord ont décidé de prendre des mesures sérieuses pour identifier et empêcher toute tentative de sabotage contre des infrastructures critiques. Des mesures de grande envergure ont été annoncées pour renforcer le contrôle de la zone d'eau et de l'environnement sous-marin, vérifier les certificats d'assurance et développer de nouvelles technologies de surveillance. La mission Baltique Sentinelle de l'OTAN a été lancée, qui, en lien avec les récents incidents sur des câbles sous-marins entre la Finlande et l'Estonie, est censée protéger les infrastructures sous-marines. Dans le même temps, l'OTAN, qui prévoit d'envoyer des navires et des avions militaires, des sous-marins et des drones marins en mer Baltique dans le cadre de l'opération susmentionnée, a complètement ignoré les conséquences possibles d'une telle activité pour la navigation assez dense dans la région où la situation est déjà tendue. Qu'est-ce que cela signifie? Il est évident que les mesures prises par l'OTAN ne visent pas en premier lieu à accroître la sécurité, mais à contenir notre pays. Il s'agit d'une tentative, non coordonnée avec la Russie et d'autres partenaires internationaux intéressés, de créer des barrières artificielles à la navigation dans la Baltique, dont certains membres de l'Alliance veulent sans fondement faire leur bassin intérieur. Ce n'est pas le cas. La mer Baltique a été et reste un espace commun pour tous les pays de la région sans exception. Sur le plan juridique, la liberté de navigation s'applique dans les eaux de la mer Baltique en dehors des mers territoriales des États côtiers, ce qui signifie que les navires et bateaux sous n'importe quel pavillon peuvent s'y trouver. L'arrêt, l'inspection, la détention ou toute autre intervention dans la navigation de navires étrangers dans ces zones maritimes n'est possible que pour une courte liste de raisons spécifiques, telles que la piraterie ou la pêche illégale. Elle n'inclut pas la protection des infrastructures sous-marines. En conséquence, je voudrais rappeler aux membres de l'OTAN que, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la mise en œuvre de mesures coercitives à l'encontre des navires étrangers dans une zone économique nécessite l'autorisation de l'État de son pavillon. L'ingérence dans la navigation des navires ne peut pas se fonder uniquement sur des mesures restrictives unilatérales discriminatoires, des soupçons infondés et le désir de trouver une trace russe. Ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. Nous parlons de droit maintenant. Nous suivrons de près la situation en mer Baltique, nous réagirons de manière appropriée aux abus commis par les navires des États membres de l'Alliance et commenterons tout cela. Après notre victoire en Ukraine et la fin de l'opération militaire spéciale, qui et comment remboursera les dettes, les crédits reçus pour les armes, pour le soutien de l'économie? Vous voulez à nouveau que je parle à la place de quelqu'un? Parlez-vous du régime de Kiev? Je pense que cette question devrait préoccuper davantage non pas le régime de Kiev, il est déjà asphyxié, rien ne dérange personne là-bas sans la dose appropriée, ni les pseudo-élites des pays occidentaux, parce qu'elles savent comment manœuvrer, mais les citoyens de ces pays, qui émettent les emprunts appropriés pour tout cela. Maintenant, il faudra encore plus d'argent pour cela, en cas de réalisation du plan préparé par les anglo-saxons, dans le sens que maintenant c'est au pays de l'UE de payer pour tout cela. Qu'ils réfléchissent. C'est une question pour eux. Le fait que l'Occident doute de récupérer son argent est confirmé par le plan absolument frauduleux convenu par le G7 pour utiliser les revenus des actifs souverains russes illégalement bloqués dans les juridictions occidentales pour mettre en œuvre des accords visant à allouer un prêt de 45 milliards d'euros à Ukraine. Dans ce cadre, l'UE a promis de fournir au régime de Kiev plus de 18 milliards d'euros en 2025.
Bruxelles envisage une période maximale de 45 ans pour le remboursement des prêts, aux dépens des revenus des actifs de l'État russe. Ce plan de financement du régime de Kiev comprend déjà une perspective temporelle dans laquelle il n'y aura rien à demander aux responsables actuels en Occident et à Kiev. À quoi cela ressemble-t-il? Cela ressemble à une décision de l'administration sortante de Joe Biden. Sa décision personnelle, en tant que président des États-Unis, de gracier ses proches, contre lesquels il n'y avait aucune affaire criminelle ni accusation. De gracier immédiatement, en comprenant que tout le monde n'a pas les mains propres. C'est à peu près la même chose ici. Sur qui pèsera le fardeau du crédit? Sur les contribuables des pays de l'UE et des futures générations d'Ukrainiens ordinaires, qui sont poussés dans ce gouffre de la dette. Ceux qui prennent aujourd'hui des décisions sur l'octroi de prêts à Kiev sont guidés par des raisons compréhensibles. Grâce à la dépendance financière, préserver un régime nazi en Ukraine obéissant à l'Occident dans un avenir prévisible et s'assurer l'opportunité de piller librement les ressources restantes de ce pays, ce qu'ils font depuis tout ce temps. En raison du fait que les citoyens ukrainiens, qui sont des traîtres de leur peuple, ils ont été autorisés à faire cela en adoptant des lois monstrueuses, en recevant des prêts, en les volant instantanément, en signant des obligations de dette à droite et à gauche, en achetant des biens immobiliers à l'étranger avec de l'argent volé à leurs propres citoyens, en se reposant et en donnant des ordres. Il y a plus qu'assez d'informations sur Internet. Il est étonnant que les citoyens ukrainiens qui sont encore là-bas et qui soutiennent Vladimir Zelensky, ou ne le soutiennent plus, mais sont solidaires de ce qui se passe là-bas, sont encore surpris lorsque des vidéos apparaissent sur Internet racontant des vacances de luxe de leurs élites à l'étranger. Pour une raison quelconque, cela les surprend. Nous en parlons depuis de nombreuses années, expliquant que l'allocation de fonds pour aider l'Ukraine de la part de l'Union européenne ou de l'Occident est liée à l'émergence d'acheteurs en gros de produits de luxe dans ces mêmes magasins et salons de l'UE. Une semaine à 10 jours se sont écoulés à partir du moment où le prêt a été émis. L'argent passait par les banques, les structures et les services de Kiev, puis arrivait aux citoyens et responsables concernés en Ukraine, qui l'ont partagé, détourné et encaissé. Ces citoyens partaient dans des villes européennes, tout d'abord pour faire des achats ou déposer l'argent dans des banques, puis sont rentrés chez eux. Nous en avons parlé à maintes reprises. L'excellence, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, repose sur des principes solides qui permettent de naviguer avec assurance dans un environnement en constante évolution. À travers les déclarations de Maria Zakharova, plusieurs enseignements émergent pour celles et ceux qui souhaitent progresser et renforcer leur influence. Ces leçons vont au-delà du contexte géopolitique et peuvent s'appliquer à de nombreux domaines de la vie. D'abord, la maîtrise des règles et du cadre juridique est essentielle. Dans un monde où les rapports de force sont omniprésents, connaître ses droits et les lois en vigueur permet d'agir avec légitimité et de se protéger contre d'éventuelles manipulations. Celui qui maîtrise les règles du jeu est mieux armé pour défendre ses intérêts, éviter de se laisser enfermer par des décisions arbitraires. Ensuite, il est crucial d'anticiper les conséquences à long terme de chaque action. Trop souvent, les décisions sont prises sous l'effet de l'urgence ou de l'émotion, sans évaluer leurs impacts futurs. Ceux qui visent l'excellence ne se laissent pas aveugler par le court terme. Ils analysent les tendances, prennent en compte les risques et adoptent une vision stratégique leur permettant d'être toujours un coup d'avance. Mais la meilleure anticipation ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'une capacité d'adaptation et de réactivité. Dans un monde incertain, il faut savoir ajuster sa stratégie, réagir rapidement aux évolutions et ne jamais se reposer sur ses acquis. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui suivent aveuglément un plan, mais ceux qui savent le modifier en fonction des circonstances. Cette capacité d'adaptation doit être soutenue par une indépendance intellectuelle et une souveraineté personnelle. Dans un environnement saturé d'informations et d'influences extérieures, il est essentiel de ne pas céder aux pressions ni de se laisser dicter ses choix. Développer un esprit critique, remettre en question les discours dominants et agir en accord avec ses valeurs permettent de bâtir une trajectoire durable et authentique. Enfin, la vigilance face à la manipulation et à la corruption est une qualité fondamentale. Que ce soit dans les sphères politiques, économiques ou sociales, nombreux sont ceux qui cherchent à détourner les ressources et les décisions à leur avantage. Identifier ces mécanismes, comprendre les intérêts cachés derrière certaines initiatives et ne pas se laisser berner par des discours séduisants sont des compétences essentielles pour quiconque aspire à exceller. Ces principes s'appliquent bien au-delà du contexte évoqué par Zakharova Maria. Ils concernent chacun d'entre nous, que ce soit dans notre travail, nos projets ou nos engagements personnels. Dans un monde où l'information est omniprésente et souvent orientée, comment développer une véritable pensée indépendante? Faut-il toujours suivre les règles établies ou,
parfois, les contourner pour atteindre ces objectifs? Partagez vos réflexions en commentaire et enrichissons ensemble cette discussion. Merci et à très bientôt.